Shalom Uvracha, merci de faire les brachot pour la Refoua Shelema de Rabbi Avram Moreno Albert Ben Rivka. Voilà le papier que je trouve sur cette table. C'est mon papa, il a besoin de Rachmé Shamaïm, d'une Refoua Shelema. Et Baruch Hashem, depuis le jour où il a entendu Rabbi Raphaël, il est là Rabbi Raphaël? Depuis le jour où Rabbi Raphaël, il a entendu, Rabbi Raphaël le modeste, c'est comme ça qu'on va l'appeler, que mon père était souffrant, il diffuse partout et il demande de prier. Et là, il y a une grande affiche écrite à sa Refoua Shelema, je suis sûr, Bezrat Hashem, que ce cours et que les brachot et que le mérite de vous toutes, de tous nos tzadikim et tzadkaniot, il aidera pour qu'il y ait une Refoua Shelema. J'aimerais, Bezrat Hashem, tout d'abord commencer par rendre hommage au Baal Habayit. Pour une fois, on l'a vu. En général, on n'a pas le mérite de le voir, on le voit qu'à la fin quand on reste jusqu'au bout. Et à la Baalat Habayit, qui Baruch Hashem, à chaque fois que je viens, me fait l'honneur de me donner la possibilité de donner un shiur. Et elle-même, elle donne des shiurim, elle-même, elle répond aux questions de halacha. Et Baruch Hashem, elle me donne ce mérite à chaque fois que je suis là. Et elle a vraiment tenu à ce que ce cours ait lieu. Et moi aussi, j'ai tenu à ce que ce cours ait lieu. Et donc, finalement, l'impossible a été fait. Et ce soir, le cours est possible, Baruch Hashem. J'aimerais qu'on essaye aujourd'hui de réfléchir à un sujet qui est très très vaste, qui est gigantesque et qui est tellement important. Évidemment pour les Juifs, aujourd'hui il n'y a pas que les Juifs qui traitent de ce sujet, mais nous bien évidemment on va traiter de ce sujet à la lumière de notre chère Torah Akdosha. Ce sujet, c'est celui de l'estime de soi. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, je vous affiche déjà le menu depuis le départ, comme ça il n'y a pas de surprise. Dans un premier temps, on va essayer de réfléchir pourquoi c'est tellement important d'avoir l'estime de soi. Deuxièmement, on va essayer d'expliquer, premièrement, on va expliquer que c'est important d'avoir une estime de soi positive. Deuxièmement, on va essayer d'expliquer pourquoi c'est important. Troisièmement, on va réfléchir comment l'image de soi, elle se crée, elle se construit. Et une fois qu'on aura les clés, on donnera, Bezrat Hashem, les solutions en espérant que vous ne soyez pas encore tout endormis. Alors, en général, quand je donne cours, je demande qu'il y ait au moins 10 personnes, comme ça, même s'il y en a 9 qui s'endorment, il y en a au moins une qui est réveillée et qui peut m'écouter. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer par une question. Il y a des gens qui ont une estime d'eux-mêmes qui est gigantesque, qui est très positive. Il y a des gens, c'est un peu exagéré, c'est maladif. Mais il y a des gens qui ont une estime d'eux-mêmes qui est très positive. Moi, je connais des gens, tous les matins, quand ils passent devant le miroir, ils se disent « Elodie, t'es belle, oh je t'aime mon cœur, t'es gentil, t'as des bonnes qualités. » Et d'Afka, j'encourage les gens à se dire des mots gentils à eux-mêmes. Il y a d'autres personnes, ils se regardent dans le miroir, tronche de cake. T'es vraiment horrible, hein? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Elle n'est pas plus belle que l'autre. Les deux, elles sont aussi belles, elles sont aussi... Pourquoi il y en a une qui se regarde de façon tellement positive, l'autre de façon tellement négative? Pourquoi il y a des gens, quand tu leur fais la moindre remarque, le moindre petit quelque chose, par allusion, ils prennent ça à cœur de façon terrible, terrible, terrible. Et il y en a d'autres, ok, il n'y a pas de problème. J'entendais l'autre fois quelqu'un qui racontait, il disait, moi je suis au magasin, et on est plusieurs vendeurs. Il disait, moi, quand quelqu'un me demande quelle machine acheter, quelle machine ne pas acheter, et que je conseille, et que je passe un quart d'heure, 20 minutes, et que finalement la personne, elle n'a pas acheté, il dit, mais moi j'ai envie de le tuer, de l'assassiner, dans ma tête, je l'assassine. Quoi, tu m'as pris un quart d'heure de mon temps pour rien? Et celui qui le voit à côté comme ça, bouillonner, bouillir, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui viennent, des gens qui achètent, des gens qui n'achètent pas, et voilà, c'est comme ça. Comment ça se fait? Il y en a qui prennent tout à cœur, qui se sentent dévalorisés par chaque petite remarque, par chaque petit clin d'œil, par chaque petit tic que tu as. Parce que parfois, tu fais une tête bizarre à l'autre, en fait, c'est un tic que tu as. Mais l'autre, oh, ça y est, il est complètement malheureux. Alors qu'il y en a d'autres, au contraire. Tu peux leur dire ce que tu veux, ça leur change strictement rien. Comment ça se fait, cette chose-là? Comment ça se passe? Comment c'est possible? Alors, on va essayer de comprendre aussi que ce phénomène-là, si c'était qu'un phénomène qui concernait les remarques qu'on nous fait, ça serait quelque chose. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas leur situation. Il y a des gens, même leur aspect physique, ils ne l'acceptent pas. Aujourd'hui, si les gens qui font de la chirurgie plastique, ils ont tellement de succès, c'est parce que les gens, ils ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. L'autre, elle trouve qu'elle a un nez un peu trop long. Ça va, personne t'a dit qu'il était long. Il est à peine plus long que celui de Cyrano Bergerac, ça va?
L'autre, il me dit, moi, je suis trop gros. T'es pas trop gros, juste quand t'es rentré dans la baignoire, il n'y a plus de place pour mettre de l'eau. Mais ça va, c'est pas très grave. Pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à s'accepter? T'es comme tu es. Et il y a des gens qui sont encore plus gros et qui s'acceptent, qui n'ont aucun problème avec ça. Et il y a d'autres gens, non, ils s'acceptent pas du tout. Rien ne va, nez trop long, trop gros, trop fin, trop maigre. Comment ça se fait? Alors, et plus que ça, j'ai souvent l'habitude de demander aux gens, c'est qui la personne que tu préfères au monde? Je pose jamais la question c'est qui la personne que tu es, parce que les personnes mariées, elles me disent c'est ma belle-mère, donc ça sert à rien. Mais quand je demande aux personnes, c'est qui la personne que tu préfères au monde? Rares sont les personnes qui me disent c'est moi-même. Et moi, la réponse à laquelle je m'attendrais, c'est que les personnes disent je m'aime beaucoup, beaucoup moi-même. Je suis un très bon ami avec moi-même, je m'apprécie beaucoup. Rares sont les gens. Il y a plein de gens qui font tout pour les autres. Pour eux-mêmes, rien du tout. Ils sont prêts à dépenser de l'argent, à faire de la cuisine pendant des heures et des heures pour les autres. Eux-mêmes, ils ne mangent même pas, ils jeûnent toute la journée. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça ne montre pas quelque part qu'on a une estime très basse de nous-mêmes? On va essayer, Bezrat Hashem, d'aller tout doucement. Tout d'abord, qui me dit que c'est tellement important de se regarder de façon positive? Je vous lis le Rav Wolbe. Le Rav Wolbe, dans le Haléchour, Amoud Kouf Samechet, page 168, il dit, je vous lis dans les mots, Atralat kol avoda pratit. Donc, si tu veux commencer le béaba de toute avoda, de tout travail que tu veux faire sur toi, pour progresser dans la avodat Hashem, idavka chavayat romemut à Adam. C'est justement, pas simplement de savoir, une chavaya, c'est pas de savoir, une chavaya, c'est de vivre. De vivre l'expérience de la grandeur de l'homme. Tu veux commencer à travailler sur toi, d'abord sois conscient de la grandeur de l'homme. Mishelo amad meolam al romemut à Adam, mietzirato, celui qui depuis sa naissance, il n'a jamais essayé de s'apercevoir de la grandeur de l'être humain, Vekol isko imatzmo ou rak leachiv yediotav al hara shebo. Et tout ce qu'il cherche sans arrêt, c'est à voir combien il est mauvais, et combien il n'est pas si bon que ça, et combien il est bourré de défauts. Il dit cet homme-là, ou liaster atzmo elze, et bien évidemment de s'en vouloir, et d'avoir du remords, et d'avoir tout type de choses. Yoter veyoter ishka bayeush. Il va de plus en plus désespérer. Ou basof yashlim imara meefes tikva letakno. Et finalement, il va sombrer dans le mal. Pourquoi? Parce que combien de fois il va essayer de se relever? Il va tomber, il va voir qu'il est tombé parce qu'il est nul, parce qu'il vaut rien, de toute façon il n'a aucune chance. Il va tomber et retomber et retomber jusqu'à ce qu'il va dire bon, eh ben voilà, je suis quelqu'un de mauvais, je suis un pourri et j'accepte la situation telle qu'elle est. Dis le Rav, tu veux avancer dans un domaine, quel que soit ce domaine, d'abord sois conscient combien tu es grand, combien tu es doué de qualité. Et de cette façon-là, tu pourras avancer. Le Rav Tzadok HaKohen, j'aurai des tonnes de choses, d'enseignements à vous donner, mais je ne vais pas tous vous les donner parce que ça va prendre trop de temps, mais j'aimerais passer à l'essentiel. Dis le Tzidkat HaTzadik Rav Tzadok HaKohen, Ot Kuf Nun Dalet. Keshem, et ça c'est une phrase choquante, ça veut dire, si ce n'était pas un grand tzaddik comme Rav Tzadok HaKohen qui la disait, j'aurais dit, bon, vous prenez cette page-là et vous la jetez à la poubelle. Mais c'est Reb Tzadok HaKohen qui l'a dit, donc cette phrase-là, il faut la prendre, il faut l'embrasser, il faut la comprendre et il faut l'intégrer. Et on va essayer de l'expliquer cette phrase aujourd'hui. Dit Reb Tzadok HaKohen, Keshem shetzarich adam leha'amin be'Hashem yitbarach. De la même façon qu'il faut avoir de la émouna, confiance en Akadosh Baruch Hu, en Hashem yitbarach, car tzarich acharkach leha'amin be'atzmo. De la même façon, après cela, il faut croire en soi. Il faut avoir confiance en soi. Donc, il met les deux au même niveau. Parce que quand on dit Keshem, ça veut dire de la même façon, au même titre. Et il ose dire que, au même titre qu'il faut avoir du bitachon en Hachem, l'une des mitzvot les plus grandes de la Torah, au même titre, et là il y a un mot qu'il ne faut surtout pas louper, après cela, ouais, je vous l'ai lu, acharkar, après cela, il faut les ha'amin be'atzmo, il faut être ma'amin en soi-même. Pourquoi le mot acharkar, il est très important? Parce que si tu crois en toi-même, mais qu'il n'y a pas eu tout d'abord la croyance et la foi en Dieu, eh ben, ça veut dire que toi, tu t'es pris pour Dieu, et ça, c'est sûrement pas ce qu'il faut faire. Il y en a un qui a essayé, ça nous a coûté très très cher. Un jour, on lui a dit, mais tu sais pas que Dieu existe? Il a dit, si un jour, Jésus... Ah ouais, pas de réaction aujourd'hui, c'est pas grave. Mais de toutes les façons, il est naze, arrête. Alors, le principe de
la Emouna, on va essayer de la comprendre. Mais en tous les cas, déjà, je vous ai cité rapidement deux textes, deux grands Chachamim. L'un qui est de notre génération, on a eu le mérite de le voir, le Rav Wolbe, de l'entendre. L'un d'une génération avant, qui disent tous les deux que c'est super, super important. Pourquoi c'est tellement important? Alors on va essayer tout de suite d'expliquer pourquoi c'est tellement important ce concept-là. Ok, on fait de ça tout un plat, pourquoi c'est si important? Or tout d'abord, il faut savoir une chose. Lorsqu'on a des capacités et qu'on n'est pas conscient du potentiel qu'on a, eh ben, on n'est rien capable de faire. Rien du tout. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, si vous me voyez un jour écrire à l'ordinateur, eh ben, je me sers de mes deux doigts, d'accord, et j'écris. D'accord? Voilà, je ne vous fais pas l'imitation pendant 1 heure. Vous avez compris comment j'écris à l'ordinateur. Ça, c'est quand j'ai mes deux doigts. Si j'ai un doigt qui est occupé à faire autre chose ou quoi, j'écris avec un doigt. Ouais, quand quelqu'un un jour m'a demandé, il m'a dit quand on met le doigt dans le nez, qu'après on veut goûter, c'est quoi la bracha? Alors je lui ai dit, c'est la même bracha qu'on fait sur des glaces. Dégueulasse. Après je lui ai dit, mais si tu fais que dans une narine, alors tu fais boré miné. En tout cas, donc ça, c'est parce que j'ai deux doigts. Tu regardes une secrétaire expérimentée, ou même pas expérimentée, elle écrit comme ça, avec ses deux doigts, on dirait qu'elle fait du piano. Moi, je regarde l'écran et l'ordine et le clavier. Elle regarde que le clavier, parfois elle regarde les gens, et puis elle continue à écrire comme ça. Elle écrit pas que 10 fois plus vite que moi, elle écrit 100 fois plus vite que moi. Moi, quand j'écris, tout le monde est au courant dans la maison que je suis en train d'écrire parce que toc, 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 toc. Elle écrit comme ça, vraiment, elle pianote sur le clavier, et elle écrit très, 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 très bien. Ça veut dire que l'homme, tant qu'il n'était pas conscient qu'on pouvait se servir de ses 10 doigts pour écrire, eh bien, il écrivait comme une tortue. Le jour où on s'aperçoit qu'on a été capable de s'apercevoir qu'on peut se servir des 10 doigts pour écrire, eh bien, il y a eu une avancée extraordinairement grande. J'espère que vous n'avez jamais essayé d'écrire sur vos iPhones avec les 10 doigts. Je pense que ça risque de faire un massacre. Mais en tout cas, les gens, ils sont capables maintenant d'écrire. Et peut-être qu'un jour, ils découvriront qu'on peut aussi écrire avec les 10 orteils. Alors là, les secrétaires, elles retireront leurs chaussures, elles écriront avec les 10 doigts et les 10 orteils. Bonjour les odeurs. Mais en tout cas, eh ben, elles seront capables d'écrire encore plus vite. Ça veut dire que quand tu as un potentiel, mais que tu ne t'en sers pas, eh ben, ça ne sert à rien. Pendant des années, les gens qui étaient myopes, ils ne voyaient pas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de potentiel, il y a un potentiel, mais on l'ignorait. Le jour où on a découvert la possibilité de mettre des lunettes ou des lentilles, eh ben, d'un coup, les gens, ils peuvent très bien voir. Et ils se servent de leurs lunettes à chaque fois. Et comme je disais hier, sauf si la police les arrête alors qu'ils étaient sous, on leur recommande de retirer les lunettes. Pourquoi? 2 verres en moins. Mais sinon, on est très avancé d'avoir la possibilité de mettre les lunettes. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Chaque juif, ce n'est pas simplement qu'il a un potentiel, c'est qu'il a aussi une spécificité. Mot à ne pas dire quand on a un cheveu sur la langue. De la même façon qu'il ne faut pas dire 666 saucisses secs ou sèches. Spécificité. Chaque juif, et chaque être humain, mais chaque juif en particulier a une spécificité. Ça veut dire que ce n'est pas simplement que j'ai un grand potentiel, mais que j'ai un potentiel qui est propre à moi et que personne d'autre au monde n'a. Et ce potentiel, il faut que je le connaisse. Parce que si je ne le connais pas, si je ne connais pas le mode d'emploi, je ne pourrai pas m'en servir. Ça veut dire quoi? Comment je peux savoir, et ça j'ai fait des cours très longs, là je le dis juste en un mot, comment je peux savoir c'est quoi le métier qui me convient? Comment je peux savoir, comme ils aiment dire aujourd'hui, c'est quoi le métier qui me ressemble? C'est quoi le mari qui me ressemble? C'est quoi la vie qui me ressemble? Comment je peux savoir? C'est très simple. Il faut que je vois qu'est-ce que j'aime faire. Il y a écrit par exemple dans Chazal, En Adam Lomed et la Bimkom chez Libo Chafetz. Quand tu te demandes qu'est-ce que je vais étudier, qu'est-ce que je vais écouter, j'ai 2 cours au même moment, où je vais, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce que tu aimes, ce que tu préfères, là où ton cœur t'incite à aller écouter. Chachamim, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cœur, qui est l'expression de ma neshama,
Parce que c'est pas pour rien que ma neshama elle préfère écouter tel rave, la neshama d'autre elle préfère écouter tel autre rave. C'est pas pour rien que moi j'ai une neshama qui préfère étudier la halacha, l'autre il a une neshama qui préfère étudier le Zohar. C'est pas pour rien. On a l'impression que tout ça c'est du Yetzer Hara. Le vrai c'est faut étudier la Gemara, le reste c'est du Yetzer Hara. Mais c'est pas vrai. Il y en a un, il a son envie c'est d'étudier dans tel domaine, l'autre tel domaine, parce que c'est sa neshama qui réclame cette chose-là. Donc quand moi par exemple j'aime bien faire de la musique, c'est parce que ma neshama, c'est ça qui lui convient. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je passe ma journée à faire de la musique et que je fasse rien d'autre. Mais le fait que je décide de devenir musicien, par exemple, c'est parce que c'est quelque chose qui me plaît. L'autre, il préfère être pharmacien parce qu'il aime bien les dosages et il aime bien aider les gens, sauver des vies et compagnie. Il va être pharmacien. Et chacun a quelque chose qui lui convient et qui lui plaît. Comment je peux savoir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me convient? Eh bien, par rapport à ce que j'aime faire. Comment je peux savoir c'est qui la personne qui me convient quand je vais faire un shidour par rapport à la personne qui me plaît? Tout ça, c'est des clés qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour pouvoir nous en sortir. Maintenant, si je connais l'estime de moi-même, si je suis capable de me connaître avec mes qualités, avec mes défauts, si je sais où est-ce que je brille et où est-ce que, au contraire, je rate, si je sais que même de mes défauts, je dois apprendre, et bien dans cette mesure-là, je peux savoir ce pourquoi je suis fait et la direction dans laquelle il faut que je me dirige. Si par contre je refuse de me connaître, moi je suis comme tout le monde, bah y a pas, on te fait une qualité, non, moi je suis comme tout le monde. Si tu es monsieur comme tout le monde, alors tu feras comme tout le monde, tu feras ce que les gens considèrent comme étant bien, et du coup, tu ne pourras pas devenir bien. Pour pouvoir te servir des capacités et des spécificités que tu as, il faut impérativement connaître le mode d'emploi. Un jour, il y a un voisin qui est venu me voir, il me dit, j'ai acheté un nouveau four, il ne marche pas. Je lui dis, comment ça se fait? Il me dit, ben, j'ai mis un poulet. C'est comment on dit un poulet en hébreu? J'ai mis mon off, il ne marche pas. Il ne se brûle pas. Je dis, bon, tu veux que j'aille t'aider? Je ne suis pas électricien, mais je peux aller t'aider. Je descends. Effectivement, le poulet, il ne cuit pas. Il me fait même cocorico. Non, ça je plaisante. Il ne cuit pas. Alors, je regarde bien que la prise est bien mise, tout est bien mis. À un moment donné, je vois que le four était éteint. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas, tu as allumé le four? Il me dit, mais bien sûr, j'ai cherché la position qui était adaptée pour le off, j'ai mis sur off, ça n'a pas marché. Off, il mis sur off. D'accord? Tu ne connais pas le mode d'emploi. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas réussir. Si par contre tu connais le mode d'emploi, eh ben, ça pourra fonctionner. Alors, Anaël, tout va bien? Oui. Alors, on va, Bezrat Hashem, donc comprendre que, premier point important, c'est important de connaître ta grandeur, parce que ta grandeur, c'est ce qui te rend spécifique, et quand tu sais pourquoi tu es spécifique, tu sais ce qu'il faut que tu fasses dans ta vie. C'est important de connaître ta grandeur, parce que si tu connais ta grandeur, tu connais les potentiels que tu as. C'est important de connaître ta grandeur aussi, et ça va être l'une des clés de ce cours. Dire Rabbeinu Yona, donc l'un des Rishonim, avant on parlait de Acharonim, maintenant on parle de Rishonim. Rabbeinu Yona de Djérande, il disait que pourquoi c'est tellement important de connaître sa grandeur. Il dit parce qu'un homme qui sait qu'il est grand, au moment où une avéra va se présenter à lui, il va dire mais je peux pas, un homme grand comme moi, je vais commettre une avéra, c'est pas possible. Donc il va éviter de commettre la avéra parce qu'il sait qu'il est grand. Alors que s'il pensait qu'il était au ras des pâquerettes et qu'il pensait que c'était un petit nul, alors quoi? Eh bien il commettrait la avéra chas v'shalom. Donc tu vois que le fait de connaître ton importance, ça va te permettre d'éviter de faire des avérotes. Et ça, c'est un point sur lequel je veux insister pendant 1 minute. Aujourd'hui, il y a la folie. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais je dis que la hashkafa qui se cache derrière, elle peut être très très folle et dangereuse. Il y a la folie du vegan. Je parlais autrefois avec quelqu'un. Quelqu'un il disait, mais qui est-ce qui m'autorise à moi de tuer un poisson? Je lui dis, qu'est-ce que tu t'en fiches? Pas de réaction, hein, aucune réaction aujourd'hui. Moi, j'arrête les blagues aujourd'hui. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Alors, il me dit, mais oui. Il me dit, qui a dit que le poisson, il est inférieur à moi? Je lui dis, toi, tu me dis comme ça, un homme intelligent, un être intelligent. Qui te dit que le poisson, il est supérieur à toi? Il me dit, oui, qui me dit? Maintenant, je l'ai bloqué à un moment donné, parce que 2 minutes avant, je l'ai vu tuer un cafard. Et je lui ai dit, pourquoi tu as tué le cafard? Ok, tu as peur des cafards, et pourquoi tu l'as tué? Qui t'a dit que tu es supérieur à lui? Qui t'a dit que tu n'es pas toi un guilgoul de cafard? Qu'est-ce que tu veux? Et quoi? Il était bloqué, il n'avait plus rien à me dire.
Parce que si tu commences à dire que les poissons, ils sont supérieurs à toi, mais pas les cafards, c'est parce que vegan dit. Ça, c'est une folie dans laquelle on a complètement oublié la grandeur de l'homme, la grandeur de l'être humain. Laisse tomber pour l'instant la grandeur du juif, qui est gigantesque, mais la grandeur de l'être humain. La Mishnah, elle dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, pas que les juifs, même les goïms. Mais les cafards, il écrit nulle part qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Pourquoi tu tues un cafard? Parce que tu as le droit de tuer un cafard si ça fait peur à ta femme et que ça la dégoûte, et que tu as le droit de tuer un cafard. Même si toi, ça te fait peur, ou que ça te dégoûte, tu as le droit de le tuer. Tu vas pas le tuer simplement pour le tuer. Tsar Balechaim, c'est assourd. Mais quand il y a une bonne raison, tu pêches un poisson pour le prendre, pour le manger. C'est pas péché. C'est péché. Mais c'est pas péché. Donc celui qui pense, un jour il y a un homme qui m'a dit, moi je pense et je suis persuadé que l'homme il descend du singe. Bon, il y a beaucoup comme ça de gens qui pensent. Je parle avec lui pendant pas mal de temps, il me dit, ouais moi je suis persuadé, je suis sûr à 100%, l'homme il descend du singe. Je dis, comment tu peux dire une chose pareille? Ouais, l'homme il descend du singe. Enfin je lui ai dit, écoute, la vérité tu m'as persuadé, je veux vraiment bien te croire que toi tu descends du singe. J'ai pas envie de faire du lachon hara, je peux juste vous dire que son nom de famille c'était Outan. Et son prénom, c'était Laurent. Laurent Outan. Mais en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, cette folie-là, elle est tellement rentrée dans la tête des gens qu'ils ont même créé à Yerushalayim un quartier pour les véganes, ça s'appelle Baït Vegan. Alors, il faut faire attention. Attention à ne pas tomber dans cette erreur. Attention à bien comprendre, l'homme, il est suprême. L'homme, il est, après Akadosh Baruch Hu, qui est supérieur à nous, l'homme, eh ben, il a de quoi s'envoler. Parce que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu, et le juif, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Si tu ne connais pas ta grandeur, tu n'as aucune chance de pouvoir faire ces choses-là. En dehors de ça, l'envie de vivre. L'envie de vivre, elle dépend beaucoup du fait que l'homme, il se réalise. Ça, c'est un terme qu'on aime bien employer. Se réaliser. Se réaliser, ça veut dire comprendre que tu as un objectif sur Terre, que tu as une spécificité, que tu réalises. Si je pense que je suis nul et que je ne sers à rien, et que je me demande à chaque fois qu'est-ce que je fais dans cette réalité, dans ce monde, eh ben, ça enlève l'envie de vivre. Et il y a beaucoup de personnes qui sont souvent très âgées et qui sont jetées dans des maisons de retraite et que personne ne vient voir, auxquelles personne ne vient rendre visite. Et ces personnes-là, elles te disent, moi j'ai envie de mourir. C'est pas qu'ils ont vraiment envie de mourir, mais c'est qu'ils n'ont plus tellement envie de vivre, ils sentent qu'ils ne servent plus à rien. Quand quelqu'un sent qu'il ne sert plus à rien, eh ben, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait là. Pourquoi Hachem il l'a pas pris plus tôt? Il faut lui expliquer qu'il ne sert pas à rien. Et aujourd'hui, des personnes âgées qui sont comme ça, il y en a plein. Moi, j'en connais plein. Des personnes âgées qui sont comme ça, vers 33-34 ans, ça commence. 33-34 ans, à quoi je sers? Pourquoi? C'est quoi le but de la vie? Comment ça se fait? Etc. Alors, il faut bien comprendre ce point-là. Je continue encore avec encore quelques aspects de l'importance de se connaître, d'avoir une estime de soi. Et après, Bezrat Hachem, on avance. Pour pouvoir aimer quelqu'un, et là vous comprenez bien que quand je parle d'aimer quelqu'un, je parle dans un premier lieu de s'aimer soi-même. Pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut le connaître. Lorsque il est écrit dans la Torah à propos de Adam qu'il a eu une relation avec sa femme, la Torah elle emploie toujours des termes très poétiques. Et qu'est-ce qu'elle dit? Vayeda Adam et Travaishto. Il a connu sa femme. Il a connu, ça ne veut pas dire qu'il a rencontré une fois et puis voilà. Il l'a connu, ça veut dire que pour aimer quelqu'un, pour t'attacher à quelqu'un, il faut impérativement le connaître. Quand tu connais quelqu'un, tu peux énormément te rapprocher de lui et l'apprécier. Je vous donne un exemple. Un exemple qui m'est arrivé à moi-même. Il faut apprendre de ses échecs. Il n'y a pas de raison que j'apprenne moi de mes échecs et pas vous. Un jour, il y a de nombreuses années, je me suis rendu au Kotel Amaharavi. C'était au Netzachama. Caniré, cette nuit-là, je suis tombé du lit. Et j'ai été au Netzachama au Kotel Amaharavi. Je vais prier dans l'enceinte du Kotel. Et là-bas, il y a un monsieur, un allumé, mais vraiment un allumé, habillé en haillon. J'espère qu'il n'y a pas de madame au haillon ici. Non. Habillé en haillon. Et dans toute l'enceinte du Kotel, on n'entend que lui. Alors quand il fait le schéma Israël, schéma, moi j'essaie de me concentrer, lui, Isra, il fait des grimaces comme ça, Isra. Je dis, mais attends, je ne peux pas me concentrer une seconde là. Mais pourquoi tu cries devant un mur? Devant un mur maximum, tu murmures. Mais tu cries pas comme ça. Israël. La vérité, j'ai commencé à me lamenter. Bon, c'était l'endroit approprié. Et je savais pas quoi faire.
J'ai dit, c'est la dernière fois que je viens ici au Netz. Alors là, on m'a dit que tous les jours il venait cet homme-là. J'ai dit, c'est la dernière fois que je viens ici au Netz. Dernière fois. Ben, c'est pas une tefila, ça, c'est t'entends l'autre, tu peux même pas te concentrer. J'ai pas amené des boules caisses, mais ça aurait pas servi tellement qu'il criait fort. C'était impressionnément embêtant. Bref, je suis sorti de là-bas, j'ai pas prié ce jour-là, j'ai fait semblant de prier, il n'y a pas de kavana, j'ai fait ce que j'ai fait, et puis voilà. Un jour, je me trouve, je ne sais plus où, au collège, dans un Beth Midrash, je ne sais plus où, et il y a des gens qui disent, vous connaissez le Rav Hadès? Alors, ouais, il y a le Rav Hadès, le Rosh Yeshiva de Kol Yaakov, à Beit Vegan. Il n'est pas vegan, mais il y a, je connais pas mal de... Dis, tu connais pas le Rav Hadès, là, qui est au Kotel, habillé toujours en haillon, et qui passe son temps à prier au Netz Lachama à chaque fois, il met toutes les kavanotes et tous les machins. Je lui dis, ah, je crois que je le connais, ce Gugus. Tu me dis que c'est Rav Hadès? Il me dit, mais oui, c'est Rav Hadès. Je lui dis, mais quoi, c'est un Tamid Chacham? Il me dit, et comment? C'est un grand Chacham, c'est un Mekoubal, c'est quelqu'un qui, j'ai pas envie de vous écœurer, mais vous comprenez qu'on parle de Jean Gdoshim. C'est quelqu'un qui ne se lave jamais, à part quand il va au mikvé pour se tremper. Le mikvé, vous savez qu'il n'est pas toujours très très propre, et pourtant, il n'a pas de mauvaise odeur. C'est quelqu'un qui vit au-dessus de toutes les habitudes, etc. Mais c'est vraiment un Tamid Chacham. Moi, je ne savais pas que c'est un Tamid Chacham. Ils m'ont dit, mais oui, c'est lui, c'est le Rav Hadès, c'est tout. Je vous promets que la fois d'après, quand j'étais au Kotel, j'ai dit, il est où le minyan du Rav Hadès, je vais prier là-bas. Qu'est-ce qui s'est transformé? Il écrit autant la deuxième fois. C'est Ayon, il s'est encore plus Ayon. Et alors quoi? J'ai compris qui c'était. Quand tu comprends c'est qui, eh ben ça te dérange moins qu'il crie, au contraire, ça te plaît qu'il crie, ça te plaît qu'il mette des cavanotes, et ça te plaît que machin, que quand tu pensais que c'était un illuminé. Ça veut dire que quand tu connais quelqu'un, et si tu connais quelqu'un, tu as la possibilité de pouvoir avancer dans tous les domaines de ta vie. Donc, si par exemple, dans ton couple, si par exemple, tu connais quelqu'un, tu connais ton mari, tu sais qu'il est nerveux, et que... Celle-là, elle marche à chaque fois. Hein. Tu sais qu'il est nerveux. Et tu quoi? Tu vois, tu dis, pourquoi tu t'énerves contre moi? Attends, déjà quand il est sorti de la mère du ventre de sa mère, il s'est mis à crier celui-là. Qu'est-ce que tu veux? Lui, c'est comme ça. N'est-ce pas? Si tu apprends à connaître ses défauts et ses qualités, eh ben, il n'y aura pas de problème. L'autre, il se plaint que sa femme, elle lui fait jamais, mais jamais de compliments. Qu'est-ce que tu veux? C'est une shké. Qui a dit c'est une naze? Mais c'est une naze, il dit c'est une shké. C'est une shké naze. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle ne sait pas faire de compliments. Pour elle, faire un compliment, c'est quelque chose de difficile, difficile, difficile. Donc tu apprends à la connaître, tu apprends, tu sais que c'est elle, et puis il n'y a plus de problème, tout se passe bien. Donc pour aimer quelqu'un, il faut absolument et impérativement pouvoir le connaître. Si je veux apprendre à m'aimer, à me supporter, à me blairer, à m'accepter, eh ben, il n'y a qu'une condition, c'est que je me connaisse, que je connaisse mes défauts, que je connaisse mes qualités, que je sache que je suis quelqu'un de bien, dans le fond. Mais pas dans le fond, il faut creuser, 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 creuser. Non, dans le fond, je suis quelqu'un de bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça, c'était la deuxième partie. Donc, première partie, j'ai ramené 2-3 références qui montrent qu'aux yeux de la Torah, c'est très, très important d'avoir une haute estime de soi. Deuxième partie de l'exposé, on a essayé d'expliquer pourquoi c'est important en résumé. C'est important d'avoir une estime de soi parce que si je ne suis pas au courant, pas conscient de mes capacités, j'aurai aucune façon de les réaliser. Si je ne suis pas conscient de ma spécificité parce que j'essaye de me mettre à la ligne de tous, eh ben, j'aurai aucune façon de savoir dans quelle direction il faut que je me dirige. Si je ne suis pas conscient de ma grandeur, dès qu'il y aura des petites sollicitations bidons, eh ben, je risque d'y aller. Si je ne suis pas conscient de ma grandeur, et que je n'apprends pas à me connaître, eh ben jamais de la vie j'accepterai de m'apprécier. Ça, c'est un certain nombre de points qui font l'équation dont on a parlé. Maintenant, j'aimerais commencer à réfléchir avec vous comment se construit l'image de soi. Le bébé, au moment où il naît, il est joyeux. Il pleure au début un peu, après il commence à faire des sourires. Au moment où il naît, après les premières années et tout, il est joyeux. Vous avez déjà vu un bébé déprimé? Baruch Hashem, on n'a jamais vu de bébé déprimé. Peut-être avant la naissance, il était déprimé, c'est normal, le pauvre, il était pas né. N'est-ce pas? Quel bracha on fait, Madame Tabo? Quel bracha on fait sur les schnitzel? Sur le poisson pané? On ne fait pas de bracha, il est pané. Il est pané. D'accord. Et sur le pain perdu, Madame... Il est perdu, d'accord.
Alors, Bekitsour, le bébé, il est pas déprimé. Quand un bébé il naît, par défaut, en fait c'est une qualité, il n'est pas déprimé, il va bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il n'a aucune conscience du bien et du mal. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. L'enfant, le petit enfant, 1 an, 2 ans, il n'a aucune conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal. Qu'est-ce qui va faire qu'il va progresser et qu'il va avancer? Eh bien, c'est la conscience que nous-mêmes, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant qu'amis, on va lui donner. Lorsqu'il va faire un acte positif et qu'on va l'applaudir, ça veut dire soit que son acte il est positif, soit qu'il y a des moustiques dans la pièce. Mais sinon, l'enfant il a compris que son acte il était bien. Quand il fait quelque chose et que je me mets en colère, ça veut dire soit que son acte n'est pas bien, soit que je suis marocain. Et je le suis. Donc tenez-vous à carreau. Ça c'est ce que Chachamim nous enseigne. Maintenant, au fur et à mesure de ma vie, je vais commencer à apprendre. Donc ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Je vais voir mon père se lever devant un Talmidei Chachamim, je vais comprendre que la Torah c'est important. Ou au contraire, je vais voir mon père mépriser Talmidei Chachamim, mais honorer de folie les personnes riches. Donc je vais comprendre que la richesse c'est important. Et tout ce qui va se passer autour de moi, ça va m'apprendre. Moi je suis incapable de savoir de moi-même comment vous voulez qu'un bébé il sache. Le bébé, il n'a pas de da'at atzmit, il n'a pas de propre opinion de chaque chose. Donc quoi? Donc il essaye d'apprendre. Il apprend ici, il apprend là-bas, parfois il met dans son thé du pignon, et il avance, il apprend, mais il ne sait pas depuis le début c'est quoi la bonne chose. Et au fur et à mesure, il va se forger une image de la réalité, du bien et du mal, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut envier et de ce qu'il ne faut pas envier, selon l'image qu'on lui aura donnée et qu'on aura dessinée dans son esprit. C'est clair? Il a fait. Si c'est comme ça, on va maintenant comprendre donc 3 choses. Première chose, quelle est ma conscience à moi, en tant qu'adolescent, du bien et du mal? Eh bien, ma conscience du bien et du mal, elle va dépendre de ce qu'on m'a rentré dans la tête. Donc, si on m'a rentré dans la tête, par exemple, que être gros, c'est être moche, et qu'être riche, c'est être bien, et que, voilà, donc je saurais que déjà, ça c'est le bien, ça c'est le mal. C'est ce qu'on m'a rentré dans la tête. Si j'avais été ailleurs, on m'aurait rentré autre chose. Mais c'est ce qu'on m'a rentré dans la tête. Donc premièrement, ma connaissance, ma définition du bien ou du mal, eh ben, je ne la demande pas à la blonde, ni à la rousse. Je la demande à qui? Ni à Robert. Je la demande à qui? À mes parents, à ce qu'on m'a rentré dans la tête. Deuxièmement, ma capacité à savoir qui je suis, est-ce que je suis bien ou est-ce que je suis mal, ça va être mon analyse par rapport au premier point. Ça veut dire, on m'a dit que d'être gros c'est pas bien et moi je suis gros, donc je suis pas bien. Ou alors, on m'a dit que d'être riche c'est bien et moi je suis riche, donc je suis bien. Vous êtes d'accord? On m'a rentré dans la tête, exprès je prends des exemples un peu bidons, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Donc premièrement, ma capacité de comprendre, elle dépend de ce qu'on m'a rentré dans la tête. Ma capacité de me juger, elle va dépendre de quoi? De est-ce que je suis en phase avec ce qu'on m'a appris? Est-ce que je suis en phase dans ce qu'on m'a appris qui est positif ou pas? Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que ma connaissance de moi, elle est forgée aussi. Pas simplement parce qu'on m'a appris. Ça veut dire, on m'a appris que d'être racham, c'est bien, et moi, je vois que je commence à être racham, donc j'ai une bonne image de moi. C'est vrai, mais c'est pas tout. Mon image de moi, elle va aussi beaucoup être dépendante de ce que les autres me disent. Et de ce que les autres disent de moi, du feedback que je reçois. Si les gens ils passent leur temps à me dire « tu es extraordinaire », au passage ça veut strictement rien dire « tu es extraordinaire », laissez tomber à vos enfants, c'est pas ce qu'il faut leur dire. Il faut leur dire ça juste pour leur faire plaisir. Mais il faut dire des vraies qualités. À vos maris non plus, ne leur dites pas « vous êtes extraordinaire », ça veut strictement rien dire. D'abord ils ne le sont pas, non je rigole. Et ensuite, ça veut strictement rien dire. Il faut dire des vraies qualités. Tu es intelligent, tu as été capable de résoudre tel problème, tu es débrouillard, je sais pas, mais une qualité quelque part. Quand tu t'énerves, tu sais vraiment t'énerver, je sais pas, dis quelque chose. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand à un enfant, on a passé notre temps à lui dire « c'est bien mon fils, c'est bien mon tzaddik, tu as bien étudié, tu as bien réussi, tu vois que ton fils il a une qualité, il chante bien, dis-lui tu es un bon chanteur, dis-lui tu es Moshe Louk ». Vous connaissez le chazan marocain Moshe Louk? Une fois, il a eu un garçon,
Il m'a dit, dites-moi, son père il habite dans la Shruna là où j'habite, il m'a dit, dites-moi, comment vous me conseillez de l'appeler? Je lui ai dit, appelez-le Lucky. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, ben Lucky Luke. Il me regarde comme ça, il me dit, mais il n'a pas un look à s'appeler comme ça. Ok. Alors, si on me dit sans arrêt, t'es Moshe Luke, t'es Moshe Luke, t'es Moshe Luke. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais commencer à penser que vraiment j'ai une belle voix, et que vraiment j'ai des capacités, et que vraiment je peux faire un Lechadodi ou un Agdishar qui va durer 45 minutes. Ben parce que c'est ce qu'on m'a dit. Si, au contraire, et ça c'est la maladie de notre génération, si au contraire, on a passé son temps à me dire que tu es un incapable, et que tu réussiras jamais, et que t'es sûr que tu as fermé la porte avant de partir, mais tu es sûr, mais tu es certain, ouais, mais tu es sûr et certain, ouais, mais tu n'as pas un doute, peut-être tu vas vérifier. Si on a passé son temps à me dire que je suis un incapable, et que je ne pourrai pas, et que mes notes, elles ne sont jamais suffisamment bonnes, et que si je voulais, je pouvais, et que si j'ai pas pu, c'est que j'ai pas voulu, etc. Qu'est-ce que ça donne finalement? Je crois qu'on en avait parlé le dernier cours où on était là. Ça donne malheureusement des enfants à problème, des enfants qui ont des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Ça veut dire des gens qui pensent jamais qu'ils peuvent rien faire de bien, qui sont sûrs qu'ils vont toujours se tromper. En général, les gens qui ont des TOC, ils ont aussi des tics, comme ça vous les voyez. Et en général, ils sont aussi addicts à TikTok. Comme ça, malheureusement, c'est mal. On est dans le mal. Donc, il faut absolument comprendre que si tu éduques tes enfants dans le positif, et que si tu dis à tes enfants qu'ils sont positifs, et que si ton mari passe son temps à te dire que tu es positive, et si toi tu passes ton temps à dire à ton mari qu'il est positif, et si on est dans cette atmosphère-là, pas dire positif là où il ne l'est pas, ça servira strictement à rien. Dire positif là où il l'est, eh ben, la personne, elle va au bout d'un moment avoir une image positive d'elle-même. Quand ils sont enfants, c'est facile à forger cette image-là. Quand on est adulte, c'est encore récupérable. Donc, on comprend bien que l'image qu'une personne elle a d'elle-même, elle dépend donc grosso modo de 3 points. Premier point, elle dépend de qu'est-ce que je considère comme étant le bien et le mal. Ça, c'est beaucoup décidé dans notre jeunesse, mais ça peut se transformer. Quand quelqu'un décide de dire maintenant ma shkafa c'est celle de la Torah et pas celle de Bisounours, eh ben c'est faisable. Deuxièmement, ça va être ma comparaison, mon adhésion, combien j'obéis à ce que je pense être le bien, et ça on y reviendra à la fin du cours Bezrat Hashem, ou au contraire, combien moi je me trouve dans le mal. Troisièmement, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et qu'on le veuille ou non, ça a un poids. Et qu'on le veuille ou non, ça peut avoir une incidence sur notre image. Et on a dit aussi, puisque je fais mon résumé, que les enfants, quand ils arrivent avec une mauvaise note, si ce qu'on passe notre temps à leur dire c'est pourquoi tu as eu des mauvaises notes, alors qu'on sait qu'ils se sont fatigués à fond, et bien malheureusement, c'est dommage, on risque d'obtenir l'effet inverse que l'effet qu'on a voulu. Alors ça, c'était le point que je voulais vous dire à présent. Maintenant, je vous dis quelque chose. La vérité, c'est que c'est un cadeau. Et ça, c'est Chachamim qui le disent. Le fait que mon image de moi, elle soit reflétée par les dires des gens de l'extérieur, c'est pas que malheureusement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, on est dans un monde de fous. Ça a aussi un aspect positif. Pourquoi c'est un aspect positif? On a dit que l'homme, il devait se connaître. Que si jamais je veux pouvoir savoir s'il faut que je sois plutôt violoniste ou plutôt éboueur, il fallait que je connaisse un petit peu mes qualités, mes défauts, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire. N'est-ce pas? Donc, il faut que je me connaisse. Maintenant, l'homme, il est tellement proche de lui que très souvent, il a du mal à se connaître. Demandez à quelqu'un. Il y en a qui sont championnes pour ça. Mais il y en a qui ont du mal. Demandez à quelqu'un, c'est quoi ton point positif? Il va dire, je sais pas, j'en ai plein. Baruch Hashem, il y en a qui vont te dire, j'en ai aucun. Khlet. Il y en a qui vont te dire, j'en ai plein. Comment tu fais pour savoir? Moi, je vous promets, plein de fois, les gens ils m'ont demandé comment je peux faire pour savoir c'est quoi mon point positif. Il y a plein de gens qui cherchent à faire tout type de tableaux psychologiques. Je ne connais même pas les noms avec plusieurs pointes. Tu écris ce que tu aimes, tu écris ce que tu es doué, tu écris ce que... Les gens me disent, comment je fais pour savoir? Je leur dis, c'est très simple. Tu veux connaître tes qualités, tu vas voir ton meilleur ami, mais pas un hypocrite. Alors, ton meilleur ami, tu lui dis, dis-moi, dans quoi j'excelle? Ou je Word, si tu préfères. Dans quoi? Dans quoi je suis bon? C'est quoi mes qualités? Où est-ce que je suis fort? Et si c'est un ami qui est un petit peu fut-fut, et qui n'est pas hypocrite, eh bien, il va te dire, dans ça, tu excelles. Alors parfois, tu vas lui dire, ouais, je m'en doutais bien. Parfois, tu vas lui dire, ah ouais, c'est vrai. Parfois, tu as envie qu'il te répète le compliment. Tu vas dire, ouais, c'est vrai, comme les femmes, leur mari, je t'aime. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'es la plus belle. Ouais, non, peut-être pas. Si. Ouais, non, là, si. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Mais peu importe. Vous allez apprendre c'est quoi vos qualités.
Et si vous voulez connaître vos défauts, vous allez demander à votre belle-mère, elle n'en manquera pas un seul. Et comme ça, vous apprenez à vous connaître. 10 Rachamim, c'est un cadeau. Grâce à ça, qui a demandé qu'est-ce que j'ai contre les belles-mères? Grâce à... Une fois, il y en a un, à l'enterrement de sa belle-mère, il l'a enterré avec la tête vers le bas, pas vers le haut. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? La coutume d'Israël, c'est d'enterrer la tête vers le haut. Il dit non, comme ça, quand il y aura Triat Hametim, ils vont dire, creusez, creusez, et elle va creuser vers le bas. Tov, c'est de l'humour noir, hein, mais comme on n'est pas raciste, on peut se permettre de... Alors regardez, Chachamim, ils disent que c'est très important de connaître ses qualités, et que de connaître mes qualités et mes défauts, ça passe par le feedback que j'ai des gens, donc c'est un cadeau que j'ai. Donc on a compris que pour beaucoup, l'image qu'on a de nous-mêmes, elle dépend de ce que les gens vont dire de nous et de ce que les gens disent de nous. Alors maintenant on a un problème, et on a un très grand problème et un très grand problème. On a dit que c'est un cadeau, mais c'est aussi un problème. Si je me situe et que je me trouve dans un endroit dans lequel la seule chose qui a de l'importance, c'est l'argent. La seule chose qui a de l'importance, c'est d'être connu, d'être populaire. C'est l'endroit dans lequel je suis. Et que moi, je suis certes peut-être Talmid Chacham, mais je suis ni riche ni populaire. Alors, d'une part, si j'avais été dans un endroit dans lequel les gens me disaient « Talmid Chacham, bravo, kol hakavod, viens, on te demande conseil, viens », alors ça aurait été bien, ça m'aurait un petit peu gonflé mon ego, et j'aurais une bonne image de moi. Mais je suis dans un endroit dans lequel on dit « Ouais, t'es Talmid Chacham, très bien, mais t'es pas riche, ok, t'es zéro. T'es pas connu, t'es pas populaire, t'es zéro. » Alors, que je le veuille ou non, mon image, elle risque d'être au moins un petit peu abîmée, mon image que j'ai de moi-même, par cette chose-là. Alors que si j'étais dans un endroit dans lequel, au contraire, on ne donne aucune espèce d'importance à la célébrité, eh ben, il n'y aurait pas de problème. Une fois, il y en a une qui m'a dit « Moi, on a beaucoup écrit sur moi. » Je dis « Quoi, t'es une célébrité ?» Elle me dit « Non, j'ai des tatouages sur tout mon corps. » D'accord? Alors, si je suis dans un endroit dans lequel c'est pas important d'être Talmid Chacham et que moi, pour moi, mes valeurs, c'est d'être Talmid Chacham et que je veux que mes enfants, ils comprennent que les valeurs, c'est d'être Talmid Chacham et que je suis dans un endroit dans lequel on fait tout sauf aimer Talmidei Chachamim, il risque d'y avoir un problème. Quelle est la solution? Alors la solution, je vais vous la raconter à l'aide d'une histoire qui s'est produite que le Rav qui a eu cette idée hyper ingénieuse m'a racontée. C'est un homme qui vient voir un Rav. Donc, un Rav, je ne sais pas s'il veut que je le mentionne, donc peut-être un jour je lui demanderai s'il est d'accord que je mentionne son nom. Un Rav très sérieux, un Rav en Israël, un Français. Un homme est venu le voir, il lui a dit « Écoutez, Gvod Harav, je divorce. » Alors le Rav lui a dit « Je sais que c'est à la mode en ce moment, mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Je vous dis la vérité, ma femme, elle est trop mate de peau. » Il dit « J'ai pas compris, quand tu t'es marié avec elle, elle était pâle. Quoi, t'as acheté la paille avec la bague avec Pépal? Elle n'était pas pâle à l'époque. Qu'est-ce que tu veux? » Maintenant, il dit, écoutez, c'est pas Chas Veshalom qu'elle est mate de peau, genre café au lait, mais café sans lait. Ok, tu le savais. Pourquoi tu t'es marié avec elle, si tu le savais? Et en plus, elle s'appelait Claire. Alors comme ça, Shem Yerachem. Bref, le Rav, il dit, mais attends, dis-moi, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis, il lui dit, dis-moi, sous la choupa, t'as cassé le verre? Il dit, ben bien sûr. Il dit, bah tu casses, tu payes. Bref, le Rav était embêté, il avait un homme déterminé à vouloir se séparer de sa femme parce qu'elle est trop mate de peau. Et ça, c'est un truc, visiblement, il était traumatisé, il n'y avait rien à faire. Qu'est-ce qu'on allait faire avec lui? Le Rav, il a eu une idée ingénieuse, je ne sais pas si vous auriez eu cette idée, moi je ne pense pas que je l'aurais eu, mais lui il l'a eu. Il lui a dit, regarde, je te demande quelque chose. Avant de divorcer, après quand tu reviens, tu divorces. Avant de divorcer, tu vas faire un voyage de noces avec ta femme. Ça faisait 20 ans qu'ils étaient mariés, mais un voyage. Et vous allez aller, je ne sais pas dans quel pays, en Arabie Saoudite ou au Maroc ou je ne sais pas où, dans un pays dans lequel là-bas les gens ils sont très foncés de peau. Et dans lequel, non seulement les gens ils sont très foncés de peau, mais plus tu es foncé de peau, plus tu es la mannequin et on te prend dans toutes les photos, toutes les publicités, toutes les machins. Le Rav il s'est dit, on espère que ça va marcher. Le Rav, le couple, il a été là-bas, ils ont passé quelques mois là-bas. Et quand ils sont revenus, le Rav a dit, alors on organise le get, Beshara Tova. L'autre il dit, ah non, 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 surtout pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, je vais vous dire la vérité, j'étais là-bas. Là-bas, chaque fois qu'on allait quelque part dans la rue, tout le monde regardait ma femme comme ça, genre la mannequin. Il dit, et puis on voyait toutes les publicités, tous les machins, c'était toujours des mannequins, des femmes très très mates de peau. Eh ben, j'ai compris que visiblement, être mate, c'est pas si mal que ça.
Donc jusque-là, il pensait, il était dans un endroit dans lequel Zarma, les belles femmes, c'est les femmes blanches de peau, genre cachées d'aspirine. Alors sa femme, c'était pas un cachet d'aspirine. Donc c'était échec au mat. Il est arrivé à un endroit dans lequel les femmes mates, eh ben c'est elles qui sont brillantes. Eh ben c'est très bien. Donc du coup, il s'est habitué. Ça, c'est une image, c'est une vraie histoire. Hein, c'est une vraie histoire. C'est un Rav qui me l'a raconté. Et j'ai trouvé l'idée ingénieuse. C'est trop beau que c'est marché, mais ça a marché. Baruch Hashem. Peut-être qu'il a eu besoin de faire des cures avec elle tous les 2 mois pour se réhabituer à la vraie valeur de la maturité ou de je sais pas quoi. Mais en tout état de cause, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'apprends de cette histoire? J'apprends de cette histoire d'abord qu'il y a des fous. Mais ça, on le sait. J'apprends de cette histoire aussi qu'il n'y a pas de beauté en valeur absolue, ou d'intelligence en valeur absolue, ou de valeur en valeur absolue. Tout dépend de l'entourage dans lequel tu es. Et donc, si je suis dans un entourage dans lequel ma femme, elle vaut rien, en tous les cas, elle n'est pas belle, et que je reste dans cet entourage-là, eh ben, je risque vraiment, je risque pas forcément de divorcer, peut-être que je suis un peu plus intelligent que cet homme-là, mais je risque au moins de penser que, malheureusement. Alors que si jamais je m'étais trouvé dans un endroit, donc on comprend qu'on ne peut pas forcément changer d'environnement. Hier, il y a une femme qui m'a téléphoné. Une femme, c'est une prof de Kodesh, son mari c'est un frère très très sérieux. Elle me dit on ne sait plus quoi faire dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui où tout le monde a des internets et des choses très graves et des TikTok et des trucs, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire avec nos enfants. Elle me dit on évite, on ne sait pas s'il faut changer d'endroit. Elle me dit je sais pas, peut-être on va à Bnei Brak. Je lui dis t'as un enfant qui a 11 ans, il va arriver là-bas, il va être braqué. C'est pas un jeu de mots, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand je parle d'environnement, ce n'est pas forcément aller à Bnei Brak. Surtout si vous avez mal supporté la canicule il y a quelques jours, n'allez pas à Bnei Brak. Il y en a un qui m'a dit, mais l'autre fois il faisait 37 à l'ombre. Je dis, mais qui t'a demandé d'être à l'ombre? En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que le principe de cette histoire, c'est que essaye de te trouver en compagnie, puisque vous êtes des femmes, de bonnes amies, IES, de bonnes copines. Et c'est quoi des bonnes copines? C'est des copines qui vont vous juger, non pas pour les résultats, mais pour les efforts. C'est des copines qui vont vous aimer de façon inconditionnelle. C'est des copines qui vont vous aimer parce que vous êtes un être humain et parce que vous êtes une femme de Torah et parce que vous êtes une femme qui veut bien faire. Soyez dans un entourage dans lequel on ne passe pas son temps à te dire que tu es nul et combien tu es nul et combien tu vaux rien. Alors parfois on n'a pas tellement le choix. Alors quand on n'a pas le choix, eh ben on va essayer de réfléchir après qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le choix. Mais en tous les cas, puisque l'image que j'ai de moi, elle dépend tellement de l'environnement dans lequel je suis et que l'environnement il a un impact, donc soit dans un environnement dans lequel on apprécie la Torah, dans lequel on aime la Torah, dans lequel on aime les personnes qui sont capables de se taire et de faire attention à leur bouche, et dans lesquelles on ne parle pas en mal des gens qui font trop attention à leur bouche, soi-disant, trop attention à leurs yeux, trop attention à je sais pas quoi. Habitue-toi à être dans ce genre d'endroit. Et soit avec des personnes positives et non pas des personnes toxiques. Soit avec des personnes qui vont te complimenter, pas des personnes qui vont chercher à la loupe les défauts que tu as. Et de cette façon-là, Be'ezrat Hashem, les choses elles pourront être meilleures. La maladie de notre génération, c'est qu'on juge les résultats. Un enfant est revenu à la maison. Il a dit à sa mère, « Maman, aujourd'hui j'ai eu 20 en contrôle. » La mère, « Papa. » Il dit, « Bah oui. J'ai eu 2 en mathématiques, 4 en français, 5 en histoire, 1 en histoire géo. J'ai eu 20. Même le calcul mathématique, il a mal fait lui. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que... Et alors? Tu vois qu'il s'est fatigué, tu vois qu'il s'est investi, tu vois qu'il a fait le meilleur de lui-même. Bravo mon fils. Moi j'ai un ami qui m'a dit une fois, mon fils, quand il rentre à la maison, avec des 90, en Israël les notes c'est sur 100, avec des 90, je l'embrasse et je l'enlace et je le remercie d'une nachat qu'il me donne et tout. Quand il vient avec un 80, je l'embrasse et je l'enlace. Et quand il revient avec un 100 sur 100, je lui mets une claque à la figure et je lui dis arrête avec ton perfectionnisme. Alors vous allez me dire, il est malade lui. Il est malade, mais l'idée qu'il veut quand même donner à son fils de façon un peu violente, c'est qu'il ne faut pas être perfectionniste. Et lui, il a beaucoup souffert d'un beau-frère qui a très mal tourné parce que ses parents, ils lui ont toujours dit t'es pas assez. Il ne veut pas réitérer l'erreur. Il dit moi, je ne veux pas de perfectionnisme. N'aie pas 100. 100, c'est la shlemout. 100, c'est la perfection. Je ne veux pas que tu aies 100. Le pauvre, quand il a 100, l'enfant, ben, il ne monte pas à son père, il fait signer par sa mère. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est la solution qu'on a essayé, Be'ezrat Hashem, de donner. J'aimerais continuer un petit peu
s'il vous plaît, avec une idée très 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 importante, et ça va être un peu plus rapide. Comment je fais moi-même pour me forger une bonne image de moi? Parce que c'est trop facile de dire que c'est tes parents, ils t'ont pas assez complimenté, ton mari, il t'a pas assez complimenté, ta femme, elle est ashkénaze, ton machin, c'est trop facile. Trop facile. Ok, elle te fait du je m'en fiche, tu t'en fiches, du gefilte tes fiches, et ben c'est comme ça. Tu aimes, tu aimes pas, tu meurs. Mais en tous les cas, c'est comme ça. Donc, ma femme, elle est ashkénaze, hein, juste que vous compreniez. Donc, et moi, je suis un rescapé du gefilte tes fiches. Juste que vous compreniez, et ma mère aussi, elle est ashkénaze. Qu'est-ce qui me reste de Sfarad? Ben, mon père et moi. En tous les cas, et marocain en plus, ce que je veux vous dire, c'est que le principe, il est très 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 simple. Je ne peux pas toujours mettre la faute sur mes parents et mettre la faute sur un tel et l'environnement, ben l'environnement, il est ce qu'il est, qu'est-ce que tu veux faire? Comment moi, personnellement, je peux décider de devenir quelqu'un qui a une meilleure estime de moi-même, et c'est peut-être la partie la plus importante du cours, parce que là, on donne des instruments pour essayer de faire en sorte que les autres, que ceux de notre entourage, ils soient meilleurs. On essaye de faire en sorte de se coller à des gens bien. Mais maintenant, on va essayer de réfléchir soi-même quel travail on doit faire de soi. Et je pense que c'est très important que vous entendiez cette partie. Façon gentille de vous dire, ne partez pas avant la fin. L'être humain, il a besoin de, quelquefois et souvent et tout le temps, se complimenter lui-même. Tu peux quelquefois te donner un petit coup sur l'épaule et te dire « Kol hakavod ». Kol hakavod, aujourd'hui j'ai rendu visite à une personne malade et personne n'était venu depuis le début de la semaine. Kol hakavod que je sois venu. Aujourd'hui, j'étais rendre visite à une femme qui a accouché, et puis j'étais la seule à venir lui rendre visite, kol hakavod que je sois venu. Et s'il y a 15 autres personnes qui sont venues, kol hakavod aussi que je sois venu. Et j'ai étudié aujourd'hui la Torah, je n'ai pas tout compris, je me suis endormi en plein milieu, mais kol hakavod que j'ai été étudier la Torah. Une fois il a été étudié la Torah, il s'est endormi pendant tout le temps de l'étude, et bien kol hakavod, que bien que j'étais crevé, je suis quand même venu étudier la Torah. Apprends à te complimenter. Apprends à regarder le bien. Fais le focus, le zoom sur ce qui est positif. Et quand tu fais le zoom sur ce qui est positif, le reste devient flou. Vous avez déjà remarqué, si vous faites un zoom sur une personne, ce qui est derrière, il est flou. Si tu fais un zoom sur tes qualités, tes défauts, ils seront zoom, ils seront flous. Si tu fais un zoom sur ta belle-mère, la caméra, elle explose. Mais c'est le principe qu'il faut comprendre, qu'il faut se focaliser sur le bien. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. A priori, moi, j'aurais une méthode très très facile à vous proposer pour avoir une wahda, estime de moi, gigantesque. C'est quoi? Eh bien, j'ai qu'à oublier mes défauts, j'ai qu'à faire semblant que mes défauts n'existent pas. Je regarde que mes qualités, je me complimente sans arrêt de mes qualités. Quand je me rappelle qu'il y a un défaut, je dis allez, arrête, laisse ça pour plus tard. Et puis voilà, j'ai qu'à regarder que mes qualités, je ne regarde pas mes défauts, et puis voilà. Comme ça, je m'envole, le toit il est Baruch Hashem élevé, j'ai de quoi m'envoler, je fais un trou dans le plafond et je m'envole. C'est quoi le problème? Chas v'shalom. Ça, c'est de l'hypocrisie, ça fait naître des schizophrènes. Tu peux pas, tu as une conscience, tu as une neshama, tu sais ce que tu fais de bien, tu sais ce que tu fais de mal, tu sais ce que la Torah elle dit qu'il faut faire, et tu sais ce que la Torah elle demande de ne pas faire. Donc c'est sûr que ce n'est pas une solution. Alors quelle est la solution? Parce que les gens ils vont vous dire, j'ai pas de problème moi à me concentrer sur mon bien. Mais le problème c'est qu'il y a tellement de défauts. Blé Aïnara pour moi. Vous, Rav, si vous aviez mes défauts, vous vous imaginez même pas où vous en serez. Moi aussi j'ai des défauts, Baruch Haba au club. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que je sois positif alors que j'ai des défauts? Et comment on apprend à pardonner nos défauts? Et est-ce qu'il faut les pardonner? Alors là, écoutez bien ce que j'aimerais vous dire, et je pense que c'est ultra, ultra important. Chachamim, ils disent, et là on va comprendre maintenant ce que Rabbi Tzadok HaKohen nous a enseigné. Pourquoi Hachem t'a créé? Toi qui prétends avoir tellement de défauts, pourquoi Hachem t'a créé? Il t'a créé par erreur? Il t'a pas créé par erreur. Si Hachem t'a créé, c'est que tu as un rôle sur terre. Rabbi Tzadok HaKohen, il dit plus que ça. Il dit, si toi t'étais la photocopie de l'autre, Hachem ne t'aurait pas créé, pourquoi il a besoin de toi? Il y a déjà l'autre. Tu regardes celui qui est né en premier, le deuxième, au revoir. Pourquoi Hachem t'a créé? Pourquoi Hachem il se soucie de toi? Il te donne à manger, il te fait respirer, il se préoccupe de toi, il te donne un parnassa. Pourquoi? Hachem, il t'a créé. Pourquoi? Parce que Hachem, il sait que tu as un rôle à jouer. Hachem, il ne fait pas d'erreur. Jamais, jamais, jamais de la vie. Dans d'autres religions, on pense que Dieu il a fait des erreurs, et on pense que Dieu il a changé d'avis, et on pense que Dieu il a regretté ce qu'il a fait. C'est pas chez nous ça. Dieu il fait pas d'erreur. Akadosh Baruch Hu, s'il m'a créé, c'est que j'ai un rôle à jouer, que Hachem il me fait confiance. Hachem il a confiance en moi.
Alors quoi, il m'aime avec mes qualités, il m'aime avec mes défauts? Oui, il m'aime. Il n'aime peut-être pas mes défauts, mais il m'aime avec mes qualités et mes défauts. Ça veut dire que l'homme qui pense que parce qu'il a des défauts, alors c'est quelqu'un de mauvais, de sombre, de négatif et tout, c'est pas vrai. C'est quelqu'un de positif. Hachem, il t'a créé, et je vais vous dire plus que ça. C'est Hachem qui t'a créé avec tes défauts. C'est vrai que quelquefois, on se sert de nos défauts, on les exagère, on les gonfle un petit peu. On les gonfle tellement que les gens ils disent « t'es gonflé, toi ». Mais en tout cas, on a des défauts que Kadosh Baruch Hu nous a donnés. Ça fait partie de notre intériorité. Maintenant, est-ce que les défauts, ils nous servent? Ben, ils nous servent. D'abord, il n'y a rien qui est un vrai défaut. Les défauts, ils nous servent, sinon Hachem ne nous aurait pas donné. Les défauts, ils nous servent quelquefois à surmonter des épreuves difficiles. Les défauts, ils nous servent quelquefois à être au d'Hachem, parce que si tout était trop facile, il n'y aurait pas de mérite à servir Hachem. Les défauts, quelquefois, ils me servent à faire des erreurs, pour que je puisse apprendre des leçons de ces erreurs. Celui qui pense que Hachem ne l'aime pas, parce qu'il a des défauts, ou parce qu'il a fait des erreurs, il se trompe. Maintenant, je vais vous dire plus que ça. Pourquoi, en général, on baisse en estime personnelle? C'est très simple. Je me suis lancé dans telle chose, ça a échoué. Je me suis lancé dans telle autre chose, ça a échoué. Eh, tu vois, moi, je suis un schlimazel, je suis un nul, je réussis dans rien. Une fois, il y en a, il s'est plaint, il m'a dit, tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Je me suis lancé dans l'industrie du yaourt, ça n'a pas marché. Je me suis lancé dans le fromage, ça n'a pas marché. J'étais dans la maroquinerie, c'est un marocain, ça n'a pas marché. J'ai essayé plein de choses, ça n'a pas marché. J'ai dit, je te conseille, tu te lances dans l'industrie du carton. Au moins, tu es sûr que ça va cartonner. Et même ça n'a pas marché, le pauvre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Eh bien, vous savez, c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que tu es d'accord que c'est Hachem qui fait tout. C'est Hachem qui a voulu que ça ne réussisse pas dans tel domaine. Donc, tu penses que tu vaux rien parce que tu as une mauvaise image de toi. Pourquoi? Parce que tu t'es trompé, tu as échoué. Mais ce n'est pas toi qui as échoué. C'est Hachem qui a voulu que tu échoues. Donc toi, tu regardes ça comme étant la preuve que tu es un nul, alors que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a conduit vers l'échec. Et plein de fois, l'échec, il est bien. Pourquoi l'échec, il est bien? Parce que c'est grâce à cet échec que finalement tu vas faire cette chose, que tu vas prendre une autre direction dans ta vie, que tu vas enfin changer ta vie. Combien de gens vont te dire, si jamais j'avais vraiment réussi dans telle industrie, aujourd'hui, j'aurais pas été celui que je suis devenu. Mais comme ça a échoué, et d'un coup j'ai essayé autre chose, ça a encore échoué, j'ai décidé de me lancer dans tel domaine, et grâce à ça j'ai fait tchouva, et grâce à ça... Rien n'est le fruit du hasard. Akadosh Baruch Hu, il nous guide et nous dirige à chaque instant et à chaque moment et dans toutes les circonstances de notre vie. Viens Reb Tzadok HaKohen, et maintenant vous allez comprendre la beauté du chidouche. Il nous dit, de la même façon qu'il faut avoir de la émouna en Akadosh Baruch Hu, il faut avoir de la émouna en toi-même. C'est pas qu'il y a ici juste une comparaison. De la même façon que les carottes c'est bon pour la santé, de la même façon les tomates c'est bon pour la santé. Non, c'est pas qu'une comparaison. C'est tu sais comment tu vas réussir à avoir confiance en toi-même. Tu sais pourquoi il faut que tu aies confiance en toi-même? Parce qu'il faut que dans un premier temps tu aies confiance en Hachem. Celui qui a confiance en Hachem, il ne peut pas ne pas avoir confiance en lui. Puisque celui qui a confiance en Hachem, il sait d'abord que lui c'est Or, c'est le fils d'Hachem. Allez voir dans la rue quelqu'un, c'est le petit-fils de Raphaël Kanievski. Tu lui dis comment tu t'appelles? Il ne va pas te dire je m'appelle David Kanievski. Il va te dire je m'appelle David Kanievski et je suis le petit-fils de Raphaël. Je dis mais je t'ai pas demandé d'être le petit-fils de qui? Je me demande comment tu t'appelles? Je suis le petit-fils de Ephraim. Eh bien non, viens voir celui qui nous demande comment tu t'appelles. Il dit, moi je suis un feuge. Moi je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu. Je ne suis pas que le fils raviv d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça de mieux que ça? Ouais, mais si Hachem il connaissait mes défauts, il les connaît tes défauts. Ne t'inquiète pas, Hachem il connaît tous tes défauts. Il peut te les énumérer les uns après les autres. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est les efforts que tu déploies pour te rapprocher de lui et l'envie que tu as pour te rapprocher de toi. Donc c'est sûr que ce Yetzer Hara, il viendra, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qui va nous dire, regarde comment t'es petit, regarde comment t'as machin, et combien quelquefois on a des comportements gamins, combien quelquefois on a des calculateurs de petits bébés de 1 an, combien, 1 an ils sont plus matures que nous, combien quelquefois on a, les gens ils ont parfois des pensées complètement folles. Moi je connais quelqu'un, un élève à moi, le pauvre, il a des difficultés dans sa vie. Et lui, la seule chose qui lui fait du bien, c'est quand il entend les informations, que ça bouge un peu dans le monde, que ça l'excite un peu, ça lui fait changer un petit peu les idées. Quand il pense que à lui, il est dans la déprime. Et quand il y avait la guerre en Israël, il me disait, j'ai honte de te dire ça, j'ai très honte, très honte, tu vas me prendre pour un fou. Il me dit, mais quand j'entends qu'il y a des azakotes, eh ben, je sais pas, je me sens bien, il me dit, je sais que c'est maladif, je sais que c'est pas normal, je sais que... Mais
On a tous, si ce n'est pas à ce degré-là, parce que Baruch Hashem, on n'est pas à ce degré-là, on a tous quelquefois, et quelquefois on va peut-être à un mariage en se demandant est-ce qu'il vaut vraiment aller, est-ce que la nourriture elle sera bonne, est-ce que... On a parfois cette petitesse d'esprit, on a quelquefois, on n'est pas 100% des anges. Si on était des anges, Hashem n'aurait pas besoin de nous, il en a des anges. Donc on est des êtres humains, on a notre petitesse, on a nos défauts, on a notre manque de l'Eshem Shamaïm, on a plein de choses. Et avec tout ça, Akadosh Baruch Hu, il est fier de nous, il nous aime, et ce qu'il attend de nous de façon principale, c'est qu'on fasse attention à nous. J'aimerais terminer en vous disant qu'il y a eu dans le Moussar, dans le judaïsme, dans le Moussar, il y a eu deux écoles. Il y a eu l'école de Novardok et l'école de Slabotka. Et c'était deux opinions complètement distinctes l'une des autres. L'école de Slabotka, c'était le cours que je vous ai fait aujourd'hui. Gadlous à Adam. Qui tu es? Tu es quelqu'un de grand, tu es le fils d'Hachem, tu es une princesse, tu n'es pas n'importe qui. Gadlous à Adam. À Slabotka, aussi à Novardok, aussi pour la même raison, pour se rapprocher d'Hachem. Il disait, mais au contraire, regarde combien t'es un petit nul, rabaisse-toi, marche comme ça. T'es un petit nul, t'es un petit asticot, qu'est-ce que tu crois que t'es grand? C'est Hachem qui est grand, toi t'es un petit nul. Et ils faisaient même des choses hyper bizarres. Ils allaient par exemple quelquefois dans une boulangerie, ils demandaient, vous n'avez pas des clous par hasard? Mais monsieur, c'est une boulangerie ici. Et comme ça, ils se prenaient des hontes. Et comme ça, des hontes, des choumas sur choumas, ils étaient mal habillés, en haillons, en machin, ils criaient aux côtés alors qu'ils n'avaient pas de... Ils faisaient plein de choses, exprès pour se faire la chouma. On raconte qu'une fois, il y a un monsieur qui a été dans une bibliothèque, il s'approche de là où il y a la bibliothécaire, il dit, alors madame, je voudrais s'il vous plaît, un hamburger et un coca. La dame lui dit, mais monsieur, on est dans une bibliothèque ici. Il dit, ah, excusez-moi, un hamburger et un coca. D'accord? Et ça, c'est une chouma, c'est une blague que je vous ai racontée, mais c'est le genre de chouma qu'ils auraient bien fait à Novardok. Au jour d'aujourd'hui, on est bien d'accord, peut-être que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Moussar qui a fait ses preuves et qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui, et dans la plupart des yeshivot, et dans le monde de la Torah, la Shita de Novardok, elle a presque été balayée. Ça existait. Il y a très peu de gens aujourd'hui, très peu de Gdoléador qui vont vous dire allez faire Novardok, allez vous faire des hontes, allez vous faire... Très 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 rare. Par contre, la Shita de Slabotka, soyez conscients de Gadlut à Adam, et soyez bien habillés, et faites attention à bien présenter, et faites attention à vous, et sachez que l'homme il est grand, et que l'homme il a une grande neshama. Ça c'est quelque chose qui existe. Je termine pour la troisième fois en vous disant quelque chose de très intéressant, et je pense que vous allez comprendre ce que je vous dis. Qui est-ce qui est parfait? C'est Akadosh Baruch Hu. L'homme qui pense être ou devoir être parfait et qui pense que ça lui baisse un petit peu son ego d'avoir fait des erreurs, c'est un homme qui n'a pas de émouna, je vous l'ai dit tout à l'heure. La perfection, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on ne doit même pas viser la perfection, puisque la perfection, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas. Quand je fais une erreur, pourquoi je dois me pardonner? Mais dis-moi, t'es Dieu? T'es Dieu, toi? C'est normal que t'aies fait des erreurs. Il est écrit dans le passouk, le tzaddik, il tombe 7 fois et après il se relève. 7 fois, il tombe 7 fois. Plus que ça, on a l'impression de ce passouk que c'est la définition du tzaddik qui tombe. Vous allez dire, je ne comprends pas, le tzaddik il tombe et le rachat il ne tombe pas. Non, le tzaddik il tombe et il se relève. Le rachat il tombe et il ne se relève pas. Mais que l'être humain il tombe, c'est normal, c'est un être humain. Akadosh Baruch Hu nous a donné des instruments, il nous a donné des défauts pour qu'on tombe. Ça ne veut pas dire que c'est légitime de tomber, mais ce qui est encore moins légitime, c'est de ne pas se relever. Et si je ne suis pas conscient de ma grandeur, je ne me relèverai pas. Et Reb Tzadok HaKohen, il dit, et ça, il faut le prendre avec des pincettes. Et je sais que vous êtes toutes ici des personnes intelligentes, même celles que je ne connais pas. Je vois à votre réaction dans les blagues que vous êtes très intelligentes. Je voulais vous dire quelque chose de très très important. Reb Tzadok HaKohen, il dit que quelquefois, je le dis à voix basse pour pas que ça s'entende trop, il dit quelquefois ça arrive. Qu'Akadosh Baruch Hu, il met un homme dans une situation dans laquelle il ne peut rien faire, il est obligé de tomber. Il n'a même plus de libre arbitre. Il va tomber, pas toujours, hein. Pas tout petit lachonara que vous faites, c'est parce que je n'avais pas libre arbitre, c'est Reb Tzadok HaKohen qui l'a dit. Non, mais ça peut arriver quelquefois, rarement, qu'Hachem, il mette l'homme dans une situation dans laquelle il va tomber, dans le simple but de quoi? De voir s'il va se relever. Ça veut dire qu'après, il va avoir le libre arbitre de se relever. Mais au moment où il est tombé, il n'avait pas le choix. Je vous répète, il faut dire ça avec des pincettes. Il ne faut pas à chaque fois qu'on tombe du haut, de toute façon c'est normal, c'est Reb Tzadok qui l'a dit, c'est de sa faute. Non.
Mais il faut savoir que le concept existe. Ça veut dire que l'être humain, il n'est pas parfait, et il ne doit pas vouloir être parfait, et il ne doit pas penser être parfait. L'être humain, il n'est pas parfait. Maintenant, pour la énième fois, je termine en vous disant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes qui sont les plus tolérantes, c'est les plus grandes sadikim. Le Rav de Berditchov, on disait c'était le Sanégoram chez l'Israël. Il acceptait tout le monde. Avraham Avinu, il a accepté, même son fils, l'Aïster Ishmael, il l'a accepté. Ça veut dire que les grandes sadikim, c'est ceux qui acceptent les autres. Et vous verrez, les gens trop fermés, trop machin, souvent c'est que même les gens qui acceptent les autres, en général, c'est les tzadikim. Vous savez pourquoi? Parce que le tzadik, c'est celui qui se connaît. Et c'est celui qui sait qu'il est lui-même plein de défauts. Et il a plein de qualités, et il a plein de défauts. Le tzadik, c'est celui qui s'aime. On a dit, il faut s'aimer. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. T'aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si je veux aimer l'autre, il faut que je m'aime. Mais pourquoi s'il faut aimer l'autre, il faut que tu t'aimes? Parce que l'autre, il a des défauts. L'autre, il va être différent de moi. Mais si je m'aime avec mes défauts, eh ben, je pourrais aimer l'autre avec ses défauts, puisque les deux, on est kiff-kiff bourricot. Lui, il a des défauts, moi, j'ai des défauts. Il en a peut-être plus, moi, j'en ai peut-être moins, peu importe, sachant quoi. Le tzaddik, c'est celui qui a été capable de s'analyser, de savoir qu'il a des défauts et que pourtant, il est chaviv aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ce tzaddik-là, il n'a aucun mal à voir quelqu'un qui fait le mal, parce que ça lui fait mal au cœur, bien sûr, mais il n'a aucun mal, parce qu'il sait que lui aussi il fait le mal, chacun à son niveau. Donc, pourquoi le tzaddik, c'est celui qui est capable de comprendre l'autre et d'accepter l'autre et de rapprocher l'autre tout doucement? Parce que c'est celui qui se connaît et qui connaît ses défauts à lui-même. Be'ezrat Hashem, si on veut apprendre à aimer les autres, mais avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, je vous l'ai dit, sinon on ne pourra pas aimer les autres. Pour apprendre à s'aimer soi-même, premièrement, et c'est le résumé de notre cours, il faut trouver un environnement le plus positif du monde, le moins toxique du monde. Deuxièmement, il faut absolument, Be'ezrat Hashem, essayer de s'auto-complimenter soi-même et de savoir où on en est, d'accepter ses défauts. Et le dernier des derniers conseils, je le dis en une phrase, j'avais promis qu'on le dirait, essayons toujours d'être en adhésion avec nos idéaux. Si j'ai un idéal, eh ben, à chaque fois que je vais être en adhésion avec mon idéal, eh ben, je vais être bien, je vais me sentir bien, je vais me sentir grandi. Ça veut pas dire que tu tomberas pas, tu tomberas, on tombera, nous tomberons, vous tomberez, tout le monde tombe, sauf Hachem. On tombera. Mais quand je sais que je suis dans une dynamique de me rapprocher de l'idéal, eh ben c'est ça qui me donne la meilleure estime de moi-même. Après, les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je sais que je suis dans mon idéal. J'espère, Be'ezrat Hashem, que ces propos ont aidé. Et j'aimerais terminer en remerciant à nouveau la rabbinite. J'aimerais terminer en vous remerciant à toutes d'avoir été présentes.